Depuis 4 ans maintenant, on a eu l'occasion d'échanger avec nombreux d'entre vous. Mais si on se rencontrait en vrai, ce serait mieux quand même. Tout le monde nous le réclame. Alors on l'a fait. On a pensé à quelque chose d'exceptionnel rien que pour toi, entrepreneur du bien-être. Parce que le virtuel, c'est génial, mais il est temps de passer au réel. Je vous présente donc We Love Wellness, l'événement destiné aux personnes qui ont le désir profond d'incarner leur mission de vie. Au programme, des conférences, ateliers pratico-pratiques, des prises de parole sur des thématiques entrepreneuriales et mindset pour booster ton activité, des intervenants du monde du bien-être mieux-être de haute qualité pour répondre à toutes tes questions, du réseautage entre participants et des temps d'échange informels où les mots d'ordre seront soutien et entraide. Et bien sûr, des surprises et des cadeaux de folie. À la fin de la journée, tu auras stimulé ta confiance en toi et en ton projet bien-être pour développer sereinement ton activité. Tu auras boosté ta motivation et fait le plein d'énergie positive. Tu auras également appris de nombreux conseils et astuces pour développer ta clientèle. Tu vas agrandir ton réseau auprès de personnes aussi inspirantes que sympathiques pour déboucher, qui sait, sur de belles co-créations. Rejoins-nous pour We Love Wellness, l'événement qui va changer la donne pour ton activité bien-être. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à tous mes chers entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Ici Léa, votre hôte de Wellness Impact. Et comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode, ce 42e épisode. Et oui, ça commence à faire. Et aujourd'hui, j'ai reçu Anne-Sophie Pasquet, naturopathe spécialisée en troubles digestifs et hôte de son podcast Bien dans mon ventre. Et dans cet épisode, vous allez découvrir les coulisses de la stratégie de communication et la stratégie globale d'Anne-Sophie et comment elle a réussi à transformer ses auditeurs en clients, pourquoi le podcasting est le rock de sa stratégie et comment elle a bâti son activité depuis ses débuts, notamment avec son blog. Mais c'est pas tout. On explore aussi comment Anne-Sophie a utilisé son background, ses compétences d'avant pour booster sa présence en ligne. Et si vous êtes un pro du bien-être, mieux-être, cherchant à développer votre visibilité, vous ne pouvez pas manquer ça. C'est impossible. Vous n'allez pas être déçus du voyage parce qu'Anne-Sophie vous livre tous ces trucs, ces astuces et les soft skills, notamment la persévérance, qu'elle met au service de sa réussite. Allez, je vous laisse à notre conversation. Hello Anne-Sophie. Salut Léa. Est-ce que tu vas bien ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Et toi ? Ouais, je suis super contente que tu sois aujourd'hui avec moi sur Wellness Impact. On a plein de choses à dire et j'ai plein de questions à te poser surtout. Eh ben parfait. Écoute, je suis ravie d'être là. Merci de ton invitation et hâte d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Ouais, on va parler business un peu, tu sais, le mot interdit dans le bien-être. Exactement. Alors, déjà, Anne-Sophie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Pasquet. Je suis naturopathe et je me suis formée aussi à la micronutrition. Et en sachant que tout ça, c'est une reconversion parce qu'à la base, j'étais pas du tout partie sur ça. Moi, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, au moins, ça va m'ouvrir pas mal de portes. On verra bien ensuite ce qu'il en ressort. Et voilà, j'ai travaillé quelques années en entreprise. Et puis, le domaine de la santé a commencé à me titiller un peu, à me parler. Et puis un jour, je me suis dit, allez, c'est bon, on y va. Et je me suis formée à la naturopathie. Donc, c'était un peu la grande reconversion et meilleure décision de ma vie parce que je suis bien plus passionnée aujourd'hui par ce que je fais que parce que je faisais quand j'étais en entreprise, dans le marketing ou des choses comme ça, quoi. Ce qui était chouette, mais
beaucoup plus de sens à ce que je fais aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'accompagne à la fois les particuliers via des consultations et des formations en ligne qui vont arriver en 2024. Et j'accompagne aussi les naturopathes et autres professionnels de santé via justement une formation en ligne sur la prise en charge des troubles digestifs. Parce que c'est un petit peu ma passion et ce sur quoi je me suis spécialisée, vraiment tout ce qui est microbiote, digestion, impact du système digestif sur tout le reste de la santé. Donc voilà un petit peu mon programme actuellement. Pourquoi tu as souhaité aujourd'hui t'intéresser à tout ce qui était digestif ? À la base, j'y suis venue vraiment pour moi, de manière, ouais, c'était vraiment pour moi et sans forcément avoir l'objectif de travailler vraiment dedans. Mais c'est vraiment moi personnellement, j'ai toujours eu un peu des soucis de ventre, un peu toujours mal au ventre. Ça a été pire effectivement quand j'ai commencé à travailler. Est-ce que c'était le stress, l'hygiène de vie qui était peut-être pas géniale, voilà, il y a plein de facteurs. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner parce que ça commençait à devenir compliqué, quoi, d'avoir tout le temps mal au ventre, d'organiser un peu ma vie autour de ça. Et puis j'ai découvert cette notion de syndrome de l'intestin irritable ou qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle, etc. Donc c'était un peu des mots nouveaux. J'ai dit mais c'est quoi ce truc ? Et de fil en aiguille, j'ai découvert un petit peu tout ce que ça regroupait. Et puis, c'est ça qui m'a amenée aussi à la naturopathie. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans la naturopathie, mais toujours avec ce fil rouge de vraiment faire un focus sur le digestif. Parce que déjà, c'est ce qui me concernait moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça ne concernait pas que moi. Et qu'en fait, il y avait énormément de personnes qui avaient tout le temps mal au ventre, à qui les médecins disaient... il n'y a pas de problème, qui les médecins disaient voilà, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien, donc vous devez être trop stressé. Et en fait non, il y a plein d'explications, il y a plein de solutions. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit si ça me concerne moi et si moi j'ai trouvé des solutions, je pense que je peux aussi aider les autres à en trouver. Et voilà. Et puis après j'ai aussi compris vraiment l'impact du système digestif et du microbiote sur absolument tout le reste de la santé. Et ça ne cesse de me fasciner. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour ça que je suis partie sur ça, parce que pour moi, c'est le pilier vraiment de la santé, quoi. Ouais, et puis c'est aussi comme ça que je t'ai trouvée, hein. Ouais. Franchement... ouais, en fait, alors pour la petite histoire, Anne-Sophie, elle a participé au sommet des professionnels du bien-être il y a quelques mois maintenant. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé, mais surtout que je me suis intéressée à toi, à ce que tu faisais, parce que ça m'a parlé et parce que je suis concernée. Donc tu vois, comme quoi ta com, elle est bien ficelée. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, tout est cohérent. Tout va bien. Oui, parce que d'autres choses, j'ai des RGO, tu vois, des nausées quasiment tous les matins. Ouais. Tu vois, donc en fait, ta thématique m'intéressait. Et c'est comme ça que je me suis dit, Anne-Sophie, je pense qu'elle peut m'apporter des choses déjà dans ton contenu, à titre perso et ensuite pro, bien sûr, pour le reste. Alors, toi, tu t'es lancée il y a quelques années maintenant. Ça s'est passé comment, le lancement ? Parce que tu n'avais jamais été à ton compte, en fait. Non, en fait, et en plus de ça, moi, je me disais toujours, être à mon compte, franchement, ça m'intéresse pas forcément. Ça me paraissait un peu une montagne insurmontable. Enfin, c'était pas un objectif de vie, quoi. C'était pas le truc de me dire, moi, je veux travailler pour moi, je veux être à mon compte. C'est vraiment, en fait, après quelques années en entreprise où c'était pas mal, hein, mais bon, ça manquait de sens. C'est vraiment typique de la génération Y, tu vois, où quel est le sens de ce que je fais ? Et voilà, je trouvais pas vraiment de sens. Et puis il y a des choses qui commençaient à m'énerver un petit peu, le fait que ma responsable, elle puisse dire oui, là tu peux partir en vacances, ou non, tu ne peux pas partir en vacances. Et ça, c'était très frustrant pour moi. Et donc, au bout de quelques années, je me suis dit bon, il faut que j'essaye d'explorer autre chose. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai eu la chance d'avoir cette rupture conventionnelle, donc qui me donnait droit à quelques mois de chômage pour essayer d'explorer un peu, de me dire bon, ok, on va faire quoi. Et au début, j'ai beaucoup tâtonné parce que du coup, je me suis dit bon, je suis pas heureuse en entreprise. Je pense que si je repars dans une autre entreprise, ça risque d'être finalement la même chose au bout de quelques mois ou quelques années. Donc peut-être qu'il est temps d'explorer un peu l'entrepreneuriat. Mais en partant de là, l'idée c'était ok, mais je fais quoi en fait ? Parce que c'est pas comme si j'avais quitter l'entreprise en me disant j'ai une super idée, je vais lancer ça. Et là, c'était vraiment l'inconnu. C'était plus l'entreprise, ça ne marche pas. Je vais essayer d'être à mon compte. Mais qu'est-ce que je fais en partant de là ? Et là, j'ai pas mal tâtonné. Du coup, j'ai essayé plusieurs
un peu plusieurs projets, plusieurs choses. J'ai commencé quand même à me lancer un peu plus sur le digital. Donc à l'époque, j'ai commencé par créer un blog, puis par créer des petites formations en ligne. Voilà, j'ai un peu tâtonné. Donc honnêtement, le lancement, ça n'a pas été grandiose ou vraiment un truc hyper fluide parce que c'était vraiment beaucoup de tâtonnements, hein. Au début, c'était j'apprends comment on fait pour être entrepreneur. J'apprends comment on fait. J'aimais beaucoup le côté travailler en ligne parce que j'ai toujours aimé. J'étais mon petit côté geek un peu. J'aime bien. J'ai toujours été hyper intéressée par les ordis, Internet, etc. Donc j'aimais vraiment le côté en ligne. On peut tout faire, c'est génial. Voilà, il n'y a pas de limite. La geek. Donc c'est ça. C'est vraiment un peu la geek. Tu sais, tous les petits gadgets et tout. Moi, j'adore ça. Donc voilà, ça a été pas mal de tâtonnement. Je me suis beaucoup formée. Ça, j'ai vraiment suivi pas mal de formations pour apprendre le blogging, l'entrepreneuriat. Je me suis aussi fait coacher pour aussi l'état d'esprit, la confiance en soi, toutes les choses un peu en général sur lesquelles on peut avoir du mal, particulièrement dans l'entrepreneuriat. Et puis ça s'est fait vraiment petit à petit avec pas mal aussi de montagnes russes, hein, parce que malheureusement l'entrepreneuriat c'est rarement linéaire. Donc effectivement, il y a eu des périodes où ça se passait hyper bien. Il y a des périodes où j'étais un peu perdue, à me dire mais qu'est-ce que je fais en fait là, je vais où, c'est quoi la suite. Donc voilà, ça a été pas mal d'expérimentation et je dirais que ça a vraiment cette année ça a vraiment été l'année un peu plus de consolidation et où les choses ont commencé vraiment à se mettre en place. J'ai commencé à vraiment récolter un peu tous les fruits de ce que j'avais semé les années d'avant et où ça a pris vraiment une direction un petit peu plus claire, tu vois, où là je me dis ça y est, là je suis quand même bien lancée sur les rails, je sais où je veux aller. Je sais à peu près comment, même si ça reste encore un peu flou. Mais voilà. Mais comme quoi, ça a vraiment pris du temps, hein, parce que moi, ça fait plusieurs années que effectivement, je suis officiellement à mon compte, on va dire. Et il y a eu beaucoup de moments un peu de il est où l'interrupteur pour allumer la lumière, parce que là, je vois plus rien là. Ouais, c'est clair. Mais il faut de la persévérance, hein. De toute façon, il y a que ça. Et tu t'es fait accompagner, tu t'es fait aider? Oui. Ouais. J'ai à la fois suivi des formations en ligne et puis j'ai eu aussi des accompagnements vraiment soit individuels, soit en groupe pour travailler sur tous les aspects, aussi bien techniques, vraiment littéralement comment on crée un site internet, un blog, une formation en ligne, etc. Mais aussi sur l'aspect beaucoup plus mindset, comment on se met dans la peau vraiment d'un entrepreneur et on arrête de bidouiller des trucs sur un coin de table et on se dit vraiment non, en fait j'ai vraiment un business et c'est pas juste un petit truc que j'essaye ou j'ai pas trop confiance en moi, etc. Donc ça clairement, moi ça a été sans ça, je n'aurais jamais pu réussir à en être où j'en suis aujourd'hui, hein, c'est sûr. Et comme quoi la WIA, tu sais, j'ai une académie, moi, la Wellness Impact Academy, a du sens. Ouais. Et ça me fait penser à quelque chose. J'avais pas du tout prévu de te parler de ça, mais du coup, ça m'évoque cet épisode-là. J'ai une personne qui a suivi notre accompagnement, donc la WIA, qui est une praticienne. Et puis, je lui demandais des nouvelles. J'aime bien, tu sais, savoir où en sont chacune des personnes qu'on a pu accompagner. Et elle me disait... moi, j'en suis au même point que avant l'accompagnement. J'ai dû reprendre un travail de salarié, etc. Donc, elle me dit, je suis déçue. Je lui dis, mince... Déçue par quoi? Est-ce qu'elle est déçue, tu vois, parce qu'elle n'a pas aujourd'hui les résultats escomptés, ou elle est déçue de l'accompagnement? Enfin bon. Et puis je creuse et puis je reçois la réponse pas plus tard qu'hier et où elle me dit je suis déçue, j'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie et j'en suis toujours au même point. Donc en fait elle remettait en cause, tu vois, l'accompagnement. Et moi je sais pas ce que toi t'en penses, mais quand t'es dans l'entrepreneuriat, pour moi la première qualité, et je pense que tu as déjà dû être confronté à ça plus d'une fois, vu les montagnes russes que tu évoques. La première qualité pour moi, c'est de se remettre en question. Est-ce que c'est vraiment la faute de l'accompagnement ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait le job, quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tout à fait. Je te rejoins totalement. Et c'est vrai que justement, c'est un peu, je trouve, parfois dans le salariat, on peut avoir tendance à remettre la faute sur notre patron, sur un autre collègue, ou de dire non mais c'est pas de ma faute, moi j'ai fait le boulot, c'est machin, il a pas fait le boulot, ou mon chef qui a pas été clair, etc. On peut vite tomber là-dedans. En tout cas, moi j'étais clairement dedans où je passais mon temps à râler, à dire oui mais c'est pas de ma faute, etc. Et l'entrepreneuriat, effectivement, t'es un peu en tout seul, quoi, en roue libre, c'est ça, avec ton petit parachute et il n'y a pas de parachute de sécurité. Et effectivement, des fois, on peut
on peut tout à fait être déçu d'un accompagnement ou peu importe. Mais c'est vrai que souvent, c'est important de se dire, est-ce que vraiment c'est ce que je veux déjà, parce qu'il y a aussi ce côté de, il faut quand même le vouloir pour être entrepreneur. C'est pas que puis c'est pas donné à tout le monde. En plus, exactement. Donc et puis c'est pas que du strass et des paillettes, ça a plein de côtés hyper bénéfiques, mais ça demande aussi pas mal de choses à côté. Et effectivement, donc est-ce que c'est vraiment ce que je veux, et est-ce que j'ai vraiment donné mon maximum, est-ce que j'ai suivi l'accompagnement, est-ce que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait, ou est-ce que je me cache pas un peu derrière le truc de oui mais non mais en fait c'est parce que mon chien il est malade et du coup en fait j'ai pas pu. Et c'est vrai que ça c'est pas évident parce que c'est un autre état d'esprit, c'est vraiment un état d'esprit de, comme tu dis, de remise en question, et sans pour autant se flageller à longueur de temps. L'idée c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment d'être au clair avec soi-même et de se dire quelle est ma part de responsabilité sur ça en fait, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est vraiment quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais pu faire. Voilà, c'est vraiment, et c'est parfois c'est pas évident parce que des fois ça peut quand même plomber quoi. On peut se dire ah ouais mais en fait si on est un peu honnête avec soi-même, on peut se dire en fait là j'ai merdé quoi. Clairement j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou ouais c'est ça. Et des fois on peut se dire en fait du coup je suis nulle, ou c'est pas fait pour moi, ou alors des fois comme tu dis l'entrepreneuriat ça peut ne pas être fait pour certaines personnes. Mais parfois, quand on arrive à sortir de cet état justement un peu de ok, là j'ai pas trop assuré. C'est de dire ok, mais qu'est-ce qu'on peut changer en fait? Est-ce qu'il faut changer le fond, la forme, est-ce qu'il faut changer la direction, etc. Enfin, il y a plein de questions à se poser, c'est clair. C'est ça, tu vois, quand une personne me dit ça, moi je cherche toujours à savoir, à m'améliorer, tu vois, à améliorer les formations, etc. Et c'est tellement rare qu'on vienne me dire je suis déçue, ça a rien changé. C'est très très rare. Que tu vois, moi je me suis dit attends, je veux creuser. Et puis quand j'ai eu cette fameuse réponse, je me suis dit c'est parce que c'est sa responsabilité. Et du coup, ça m'a remis dans ce truc de m'interroger sur cette question de la responsabilité, sur cette question du choix, et donc sur cette question aussi de tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et être à son compte. C'est pas parce que tu as une passion que tu vas en faire ton métier, quoi. Ouais. Et toi, ça a marché et ça marche aujourd'hui parce que tu as été persévérante. Ok, oui. Honnêtement, le nombre de fois où je me suis dit écoute, je pense que là il va falloir arrêter, et puis retrouve-toi un boulot en entreprise. Mais rien que d'y penser, mais ça me déchirait le cœur en fait. Je me disais mais c'est pas possible en fait, vraiment en entreprise je suis pas heureuse. Alors non pas que j'ai eu non plus 10 expériences en entreprise, mais à chaque fois il y avait quand même toujours un peu la même chose qui revenait, alors que j'étais pas dans des environnements toxiques. Enfin voilà, c'était plutôt cool. Mais juste, ça ne me convenait pas, en fait, et je me suis rendu compte que moi, j'ai besoin de travailler sur des choses qui me plaisent à 10 000%, même si dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des choses qui nous épanouissent un peu moins, mais tant que le cœur est vraiment là, que le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qui, moi, j'ai besoin que ça me passionne à fond, et de faire les choses en fait un peu à ma manière, quoi. Et en fait, j'aimais pas trop avoir des contraintes comme on peut avoir en entreprise. Donc c'est vrai que j'ai quand même envisagé plusieurs fois de me dire écoute, ça marche pas, là t'as tout essayé, donc c'est bon. Maintenant tu lâches l'affaire et puis tu reprends un boulot de salarié, tu serres les dents et puis ça va aller. Et la retraite va bientôt arriver. Mon Dieu, quelle horreur, t'imagines? Donc non, heureusement que j'ai tenu bon, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Je me suis dit, attends, est-ce qu'il faut changer le fond, la forme? Il faut peut-être que je me fasse encore accompagner, mais sur quoi vraiment? Parce que l'idée, c'est pas non plus de suivre indéfiniment des formations et de ne pas passer à l'action. Donc c'est vraiment beaucoup de questions, de me dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, dans quoi je suis douée, dans quoi je suis moins douée, et comment je peux capitaliser sur ça et y aller vraiment à fond avec ma façon de faire. Et ça a demandé effectivement pas mal d'ajustements, mais comme tu dis, c'est vraiment la persévérance qui a fait que ça a marché au final, quoi. Et puis tu t'es servi de tes expériences passées aussi, de tes compétences en market com. J'imagine que c'est pas un blackout de ta vie d'avant, tu t'en es servi en fait. Ouais, absolument. Clairement, c'est vrai que ça, c'est un point important, parce que parfois, quand on repart un peu à zéro, on peut se dire, du coup, je ne sais rien faire, c'est une page blanche et je dois tout réapprendre. Alors que pas du tout, en fait. Toutes nos expériences passées, que ce soit expérience pro, expérience perso, ça va nous apporter. Et en fait, même une fois lancé dans l'entrepreneuriat,
toutes les formations que j'ai suivies, même si sur le coup, ça n'a peut-être pas eu l'effet complètement escompté et ça n'a pas fait exploser mon business, c'est quand même plein de compétences que j'ai acquises, que j'ai gardées avec moi et aujourd'hui, du coup, qui me facilite à 10 000% la tâche parce que je sais faire, c'est naturel, je me pose plus la question. Créer une formation en ligne, par exemple, c'est bon, je sais faire. Envoyer une newsletter, rédiger un article, c'est bon, je sais faire. Donc ça, c'est sûr que finalement, on met plein de petites briques dans notre sac et après, c'est juste qu'il va falloir ces briques, les organiser pour créer effectivement un truc un peu solide, quoi. Justement, tu me fais une transition toute trouvée. Comment tu fais aujourd'hui, Anne-Sophie, pour avoir des clients? Ils viennent d'où tes clients? C'est quoi ta strate? Eh bien, aujourd'hui, je dirais que la grande majorité de mes clients vient de mon podcast que j'ai lancé officiellement, je crois que c'était en 2021, même si au début, c'était un peu, je publie un épisode quand j'ai le temps et quand j'y pense. Et depuis 1 an et demi, vraiment, là, je suis hyper régulière sur mon podcast. Et du coup, il a pas mal décollé. Donc ça, j'étais très très contente parce que j'ai vraiment trouvé un peu mon média qui me correspond. Et c'est vrai que très très souvent, les gens m'écrivent et me disent j'ai découvert ton podcast, je suis en train d'écouter tous tes épisodes, j'adore. Est-ce que du coup, on peut travailler ensemble, que ce soit pour des consultations pour les particuliers ou les professionnels de santé qui du coup me posent des questions ou découvrent aussi la formation que j'ai créée. Donc vraiment aujourd'hui c'est majoritairement ça. Il y a aussi pas mal de personnes, je pense encore, qui viennent de YouTube parce que avant j'avais une chaîne YouTube que j'animais effectivement assez régulièrement, que là je n'anime plus du tout si ce n'est relayer en fait mes épisodes de podcast que du coup je publie aussi sur YouTube, mais je ne crée plus de vidéos vraiment dédiées pour YouTube. Donc c'est un petit peu, c'est à la fois ce qu'on appelle un peu, j'imagine, la longue traîne, tu vois, où c'est vraiment du contenu que j'ai publié il y a longtemps, mais qui en fait reste un peu proposé aux gens et reste un peu dans les top classements. Dans ta bibliothèque. Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau du référencement, les gens me trouvent via ça. Et puis ils découvrent ce que je fais maintenant, ou alors c'est vraiment le contenu un peu plus récent que j'ai créé, qui du coup est bien référencé, ou le bouche à oreille aussi. Et les gens me découvrent surtout comme ça. Et pourquoi tu as choisi le podcast? Parce que c'est pas facile de percer avec un podcast, ça prend du temps. Donc tu as choisi un média qui est plutôt long terme pour les résultats. Ouais, en fait, à l'époque, j'avoue que je me suis pas trop posé la question. En fait, très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ma chaîne YouTube qui marchait, plus ou moins bien. Hein. C'était pas une chaîne YouTube qui a décollé de manière incroyable, mais j'avais quand même pas mal d'abonnés, pas mal de vues. Mais il y avait vraiment ce truc de petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas un média qui me correspondait parce qu'à chaque fois que je devais faire une vidéo, j'avais tendance un peu à procrastiner, tu vois, à me dire oh ouais mais non la flemme, je la ferai demain et puis je la ferai la semaine prochaine et je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait et en fait c'était à la fois au niveau logistique, c'est-à-dire que une vidéo YouTube et particulièrement aujourd'hui, moi à l'époque où j'ai commencé, on pouvait prendre une caméra et c'est tout quoi, même si le fond derrière nous, il était tout blanc et c'était pas très grave. Aujourd'hui, les vidéos, elles sont quand même plus travaillées, il y a beaucoup plus de travail de montage, d'effets un peu jolis, etc. Et moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Moi, j'ai pas trop le côté artiste, avoir envie de faire des belles vidéos et tout. Vraiment, ça me saoulait plus qu'autre chose. Et du coup, le côté il faut qu'il y ait quand même une belle lumière parce que sinon la vidéo elle va pas être très belle. Il faut quand même que je me prépare un petit peu pour être visible à la caméra et que j'ai l'air un peu présentable, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça me pesait et ça commençait vraiment à être compliqué. Donc, il y a un moment, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui serait plus simple et qu'est-ce que moi je consomme aujourd'hui. Et finalement, je me rendais compte que plus ça allait, moins je regardais moi-même des vidéos sur YouTube et plus j'écoutais des podcasts. Donc je me suis dit, je vais essayer. Écoute, j'achète un micro et je commence à faire des podcasts. À l'époque, pour le coup, j'avais vraiment zéro technique. J'avais même pas de jingle de podcast. Enfin, c'était vraiment, je branchais mon micro, j'enregistrais l'épisode, je faisais quasiment pas de montage et voilà. Et là, j'ai commencé à vraiment accrocher parce que c'était plus facile au niveau logistique. Je pouvais enregistrer ça même en pyjama dans mon lit si j'avais envie, par exemple. Il y avait moins ce truc de il faut un gros matos, etc. Et puis
Je l'ai fait un peu naïvement, je pense au début, tu vois, sans trop me poser de questions. Mon podcast n'avait même pas de nom à l'époque, tu vois, il s'appelait juste Anne-Sophie Pasquet, comme moi. Aujourd'hui, il a un nom, il s'appelle Bien dans mon ventre. Mais j'ai vraiment commencé de manière un peu naïve. Et je pense que là où ça a vraiment fonctionné, c'est quand j'ai commencé à être vraiment régulière, à poster vraiment un épisode par semaine, quoi qu'il arrive, et pas juste ah bah tiens, là j'ai envie d'en enregistrer un, on y va. Et là, ça a commencé petit à petit à fonctionner en termes de référencement. Et un peu, je dirais presque un peu malgré moi en fait, parce que j'ai pas non plus fait un énorme travail de référencement, mais je pense vraiment la régularité et le fait que j'essayais vraiment de vulgariser un peu du contenu sur la santé. Et je pense que c'est du contenu dont les gens avaient besoin aussi pour trouver des réponses de bah ok, pourquoi j'ai mal au ventre, c'est quoi le syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et je comprends pas, je lis ça sur internet mais moi ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et je pense que ça a vraiment été un peu ça on va dire le facteur de succès, quoi, où du coup ça a parlé aux gens. J'ai vraiment essayé dès le début de faire un peu de la science vulgarisée et de leur apporter des réponses, des choses concrètes qui pourraient les aider au quotidien. Et finalement voilà, ça a fonctionné. Et aujourd'hui je suis assez contente parce que j'ai effectivement trouvé le média qui, moi, me plaît, sur lequel vraiment j'ai aucun problème à faire des épisodes, pas trop de mal à trouver d'inspiration, j'adore ça. Et finalement, ça résonne aussi avec mon audience, ça leur plaît et ça m'amène des clients. Donc, comme quoi, il faut pas hésiter à tester différentes choses parce que il y a pas un seul média sur lequel il faut absolument être. C'est moi, par exemple, je suis très peu présente sur Instagram parce que je c'est pas mon truc, le côté pareil, le côté un peu plus artistique, etc. C'est pas trop mon truc. Mais le média qui me correspond, moi, c'est le podcast et effectivement, ça fonctionne bien pour moi aujourd'hui. Donc, ça vaut le coup d'essayer différentes choses. Ouais, c'est clair. Et tu parles de régularité, tu parles de référencement, et tu parles aussi d'années parce que ça fait combien de temps que tu as ton podcast ? Depuis 2021 officiellement, mais bon, en réalité, c'est plus en mi-2022 que j'ai vraiment commencé à m'en occuper sérieusement. Mais comment tu fais, parce que tu parles d'Insta par exemple, mais comment tu fais pour la diffusion ? En fait, déjà j'ai un hébergeur de podcast donc qui met mon épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Donc ça au moins j'ai pas trop à m'en occuper. Je le diffuse à un endroit et ensuite il est diffusé partout. Et après, pour vraiment parler de chaque épisode, il y a bien sûr quand même Instagram, c'est-à-dire que je fais quand même un post à chaque fois que je sors un nouveau podcast. Donc ça, j'essaie quand même d'être très régulière et voilà pour que les gens puissent quand même être au courant quand il y a un nouvel épisode qui sort. Et après, il y a aussi ma newsletter où là, j'envoie pareil toutes les semaines une newsletter le jeudi. Et moi, mes épisodes sont publiés le mardi. Donc le jeudi, je relaye l'épisode de la semaine aussi dans la newsletter. Et du coup, ça c'est pareil, c'est une base email que j'ai créée pas au début, mais presque. J'ai quand même créé assez rapidement. Où j'ai pas non plus des milliards d'inscrits, mais je sais que j'ai un très bon taux d'ouverture, j'ai un bon lien avec mes abonnés sur la newsletter. Et voilà, chaque semaine, du coup, je relaye le podcast et je mets aussi des choses en plus dans la newsletter. Il y a toujours mon petit conseil santé de la semaine, éventuellement un petit coup de cœur de la semaine, des choses comme ça. Et donc voilà, donc c'est un peu les deux façons que j'ai de diffuser le podcast. Et puis il y a aussi le côté où cette année j'ai réalisé une interview par mois sur le podcast, donc pour le dernier épisode du mois. Et donc il y a aussi effectivement les personnes que j'interviewe qui de leur côté peuvent aussi relayer les épisodes. Donc ça permet aussi de le faire connaître à une audience à laquelle j'ai pas forcément accès en temps normal. Donc ça joue aussi effectivement sur les écoutes et sur le nombre de personnes qui découvrent effectivement le podcast. Donc tu postes toutes les semaines un épisode ? Ouais, et même là, cette fin d'année, depuis je sais plus exactement quel mois, je rajoute même un petit épisode le vendredi. Pas forcément toutes les semaines, mais voilà, il y a le gros épisode du mardi, et puis le vendredi, il y a un petit épisode que j'appelle épisode idée reçue, dans lequel effectivement je dégomme un peu une idée reçue sur la santé, ou en tout cas je donne un peu mon avis sur une idée reçue sur la santé. Donc voilà, et là c'est des épisodes plus courts qui durent maximum une dizaine de minutes. Donc voilà. Donc ça me permet effectivement d'aborder des sujets peut-être un peu plus légers ou voilà, de faire un peu moins. C'est des épisodes que je prépare pas vraiment et c'est plus spontané, quoi. Et aujourd'hui, tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on commence l'épisode, de tes formations en ligne.
Comment tu fais justement pour vendre ces formations en ligne? Est-ce que c'est la même audience que ton podcast? Comment ça se passe? Ben c'est vrai que ça a pas été évident parce que mon podcast à la base, je l'avais plus orienté pour les particuliers, donc les personnes qui sont pas professionnels de santé, où du coup je donnais vraiment du contenu assez, j'allais dire assez basique, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas assez vulgarisé, voilà, assez informatif vraiment de qu'est-ce qui pourrait être utile à des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable par exemple et à qui leur médecin a dit rentrez chez vous et détendez-vous quoi. Donc j'ai essayé voilà d'apporter du contenu comme ça. Et petit à petit, c'est plus effectivement cette année où là j'ai commencé à vraiment plus créer du contenu à la fois informatif, c'est-à-dire qui peut parler aussi à des personnes qui n'y connaissent rien du tout, mais quand même un petit peu plus complexe parce que moi aussi je me suis formée à d'autres choses, donc j'ai aussi eu de nouvelles connaissances, nouvelles compétences que j'avais envie de partager. Donc là, j'ai commencé à publier du contenu un peu plus technique. Et d'ailleurs, un jour, ma maman m'a dit « Ah, j'ai écouté ton épisode. Alors, c'était super, mais j'ai rien compris. » Et là, je lui ai dit « Bah écoute, tant mieux, maman. » Tant mieux que tu n'aies rien compris. Enfin, tant mieux pas vraiment, parce que l'idée, c'est encore que ça reste accessible, bien sûr, à des personnes qui n'y connaissent rien. Mais je lui dis là, l'objectif, c'est effectivement aussi que ça passe peut-être à un niveau supérieur et vraiment de cibler les personnes soit qui ne sont pas professionnelles de santé, mais qui veulent vraiment le détail des choses, comprendre l'aspect peut-être un peu plus scientifique entre guillemets, mais aussi des professionnels de santé avec qui on va parler un peu du coup le même langage. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai un peu transitionné en termes d'audience, où du coup ça un petit peu plus mélangé les particuliers et les pros. Et puis après c'est aussi donc enfin déjà je dirais c'est majoritairement ça. Et petite précision aussi, parmi les professionnels de santé, il y en a énormément qui sont concernés par des problèmes de santé comme le syndrome de l'intestin irritable. Donc forcément, du coup, ils ont un peu la double casquette et ça leur parle aussi à eux. Et moi, c'est mon cas, hein, effectivement. Hein, je suis venue dans le domaine de la santé parce que j'étais concernée. Donc je sais qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Donc il y a à la fois le côté podcast et puis aussi sur Instagram, j'ai commencé aussi même si je suis pas très présente, mais le peu de posts que j'ai fait cette année, j'ai essayé de cibler aussi un peu plus les pros avec des posts peut-être un peu plus orientés vraiment pour les professionnels de santé, où mon discours du coup n'était pas tout à fait le même et j'orientais plus le côté est-ce que vous en consultation vous avez des personnes qui sont concernées par telle ou telle chose ou etc. Donc mais tu voilà. vois pour quelqu'un qui est pas présente, t'as quand même plus de 8000, quasiment 9000 followers sur Insta. Ouais, c'est beaucoup mais quand même. Ben c'est beaucoup, mais en fait sur Insta j'y suis depuis très longtemps. Donc en fait si tu remets ça aux années, c'est pas génial. Tu vois, honnêtement j'ai pas des résultats incroyables sur Instagram parce que je sais que je publie pas forcément assez régulièrement et j'ai pas trop suivi non plus. Tu sais toutes les vagues un peu de l'algorithme. J'ai eu du mal à me mettre aux Reels par exemple. Tu vois, ça c'est pas trop mon truc. Ça marche jamais quand j'essaye d'en faire. Ça m'énerve. Donc voilà. Donc il y a un peu ce truc, tu vois de j'ai pas trop surfé sur la vague d'Instagram. C'est quelque chose que j'aimerais plus faire en 2024. Mais pour l'instant, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, je vais pas non plus trop me prendre la tête à aller sur un média où est-ce qu'il y a vraiment, vraiment besoin que j'y sois à fond? La question reste ouverte. Mais tu vois, je me pose vraiment cette question de comment tu transformes un auditeur en un client, tu vois, parce que, enfin, moi aussi, tu vois, j'ai effectivement Wellness Impact depuis 1 an et je me dis, tu vois, ça commence. Mais les gens m'appellent pas en me disant « Coucou Léa, je t'ai connue sur Wellness Impact, j'ai trop envie de travailler avec Oplénie », tu vois. Ouais. Enfin, je sais. Et comment tu fais pour transformer une personne qui te découvre à travers ton podcast en client? C'est quoi la bascule dans leur tête pour toi? Eh bien, moi je dirais qu'il y a un peu 2 aspects. C'est-à-dire que très honnêtement, il y a un peu une façon qui s'est fait. Encore une fois, j'allais dire presque malgré moi, parce que c'était vraiment le côté, les gens me contactaient effectivement sur Instagram en disant « J'ai découvert ton podcast, est-ce que je peux réserver une consultation avec toi ?» Donc pour les particuliers, c'était peut-être un petit peu ça, où c'était plus facile, parce que du coup, je publiais du contenu qui leur parlait, où ils se disaient « Ah, mais ça me parle ce qu'elle me dit, je sens qu'elle comprend ma situation, j'ai l'impression qu'elle parle de moi dans cet épisode-là, il faut absolument que je la voie en consultation. » Donc ça, il y a eu ce côté-là un peu plus facile.
Et après, pour les pros, l'erreur que j'ai fait un peu au début, justement, c'est que j'ai pas trop parlé de mon offre. J'ai pas trop parlé de ma formation en ligne, tu vois. C'est un peu plus quelque chose dont j'ai parlé sur Instagram ou en newsletter. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas forcément parlé sur le podcast. Alors que, clairement, c'est une des clés, en fait. C'est-à-dire que si on ne parle pas de nos offres, les gens ne peuvent pas savoir qu'on a telle offre qui pourrait éventuellement leur correspondre et leur plaire. Donc moi, ça a été aussi un apprentissage un peu de me dire... en fait, il faut que je parle de mon offre dans mon podcast. Et ça veut pas dire de moi que je passe pour une vendeuse de tapis, tu vois, et que non, je mais suis tu fais tout le temps auto-promo. C'est ça, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment, et ça, je sais que c'est quelque chose qui est pas évident, tu vois. Avec, j'échange avec pas mal d'entrepreneurs dans le bien-être. Dans mon entourage, et c'est toujours un truc où on a un peu du mal, tu vois, de dire mais là par exemple, tu vois, t'as fait une story où t'aurais pu parler de ton offre parce que c'était hyper logique, tu vois, de dire je sais pas, il s'est passé tel truc et c'est ce dont je parle dans ma formation, etc. Et à chaque fois c'est oui mince, j'ai pas pensé, ou oh non mais là j'ai pas osé, j'en ai déjà parlé hier, ou et en fait non, c'est vraiment on est notre propre vitrine, en fait. Donc il y a vraiment ce truc de pour moi la clé c'est de parler de nos offres, d'expliquer déjà ce que c'est, et surtout bien sûr quel sera le bénéfice pour les clients, en fait, pourquoi c'est une offre qui peut leur correspondre ou pas, mais au moins que les personnes soient au courant, parce que si elles sont pas au courant, ça va être compliqué effectivement, que du coup ils se disent mais je veux trop travailler avec toi, comment on fait, quoi. Donc il y a vraiment un vrai travail de communication. C'est clair, je regardais justement les monétisations sur Ocha, parce que moi, mon hébergeur, c'est Ocha, tu vois. Et ouais, effectivement, moi aussi. Je regardais avant qu'on se parle, tu sais, tu peux faire en manuel un pré-roll, etc. Oui. Nous, moi aussi, je le fais, effectivement, mais c'est important parce que c'est ton média, en fait, c'est ton canal d'acquisition, toi, qui est central pour ta stratégie. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as tout, ton point central, effectivement, de ton plan d'action pour acquérir des clients, c'est ton podcast. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et effectivement, dans mon podcast, je dis aussi aux gens, si vous voulez réagir à l'épisode, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Donc c'est comme ça aussi que je ramène un peu des gens sur Instagram. Et aussi, alors ça je le fais pas tout le temps, parce que c'est pareil, je peux pas non plus faire 10 appels à l'action, mais parfois je dis aussi, inscrivez-vous à la newsletter, puisque toutes les semaines j'envoie une newsletter avec mon conseil santé de la semaine, etc. Et donc en fait c'est un peu comme un entonnoir, quoi. Effectivement, les gens me découvrent via le podcast. S'ils s'inscrivent à ma newsletter, je suis dans leur boîte mail toutes les semaines. Là, je peux aussi leur proposer des nouvelles offres, etc. Et potentiellement, ça peut devenir des clients. Donc c'est vraiment l'idée, c'est je trouve de capitaliser sur avoir un peu cet entonnoir ou ce tunnel de vente, même si là on peut pas vraiment appeler ça un tunnel de vente, mais voilà, l'idée c'est effectivement de pas forcément laisser les gens comme ça dans la nature. S'ils aiment ce qu'on fait, ils auront potentiellement envie d'aller plus loin, et du coup de recevoir nos emails ou de regarder peut-être les formations qu'on propose, voir si ça peut leur correspondre, etc. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement d'avoir un relais, en fait, suite à ce média principal qui est le podcast. L'idée, c'est que je puisse capter les gens, donc potentiellement avoir leur email. C'est quand même aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux, pour moi en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça que tout est un peu interconnecté, et c'est ce qui permet justement de communiquer de manière efficace et de faire en sorte que des potentiels auditeurs ou auditrices deviennent, pourquoi pas, des clients par la suite. Merci beaucoup Anne-Sophie pour tout ce que tu partages et tes conseils aussi, parce qu'il y en a plein là à l'intérieur de tout ce que tu partages. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit et qui te paraît essentiel d'ajouter aujourd'hui ? Je pense c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit, mais c'est plus peut-être le côté pour moi, quand on est entrepreneur du bien-être, c'est important aussi d'incarner au maximum ce qu'on dit, tu vois. Et je sais que ça peut être pas évident. On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, et c'est pas pour rien. Et moi, je dis pas du tout qu'aujourd'hui je suis parfaite et que j'applique absolument tout ce que je dis. Mais pour moi, ça a fait une vraie différence. Et en fait, je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes dans le bien-être qui sont dans un état catastrophique, qui sont au bord du burn-out, qui sont épuisés, qui n'ont plus le temps du tout de prendre soin d'eux, de faire du sport, de cuisiner, etc. Et pour moi, c'est quand même, quand on est entrepreneur du bien-être,
pour moi, c'est quand même important ce pilier-là parce que déjà on incarne ce qu'on souhaite pour nos clients. Et puis, si on prend pas soin de nous-mêmes en premier, ce sera compliqué de prendre soin des autres. Et je sais que c'est parfois bien plus facile à dire qu'à faire. Moi, c'est encore moi-même un travail en progression, mais bon, j'ai beaucoup progresser sur ça, mais du coup voilà, c'était un peu le petit rappel de bien prendre soin de soi et de vraiment commencer par appliquer tout ce qu'on dit aux autres à soi-même, parce que déjà on est beaucoup plus crédible entre guillemets quand on incarne les choses pour les transmettre ensuite aux autres, et puis surtout on est dans ce métier pour diffuser le bien-être, et ça commence aussi par nous en premier. Donc voilà, parce que c'est bien beau, c'est sûr, de se dire il faut absolument que je fasse un podcast, un truc, une chaîne YouTube, il faut que je sois ici, mais il faut aussi revenir parfois à soi, à ses besoins, et à rester aussi soi-même dans le bien-être. C'est quand même mieux quand c'est le cas. Merci pour ce joli rappel, Anne-Sophie, qui est nécessaire. Anne-Sophie, où est-ce qu'on peut retrouver toute ton actu, tout ce que tu fais, ton podcast d'abord? Ouais, le podcast du coup, il est sur à peu près toutes les plateformes d'écoute, donc il s'appelle Bien dans mon ventre. Donc il y a effectivement un nouvel épisode tous les mardis, plus parfois un petit épisode bonus le vendredi. Et puis après effectivement, il y a mon compte Instagram sur lequel effectivement, je ne suis pas la plus active pour l'instant, mais je suis quand même assez active en story. Donc voilà, et les gens peuvent venir me faire un petit coucou. Pour le coup là, je réponds à tout le monde, je suis hyper présente dans mes DM, et après si les personnes veulent en savoir plus et suivre les actus, elles peuvent aussi s'inscrire à la newsletter, où là pour le coup toutes les semaines j'envoie les dernières actus du podcast et mon petit conseil santé de la semaine. Donc voilà un petit peu où me trouver. Foncez. Écoutez Anne-Sophie, ces podcasts, ils sont trop cool. Vraiment, je les ai écoutés moi. Donc foncez. Merci Anne-Sophie, je te dis à bientôt. Et merci beaucoup Léa, prends soin de toi et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!